J'ai voulu dans un deuxième temps interroger dans ce livre, donc notamment, l'idéologie de l'effort dans ses ressorts philosophiques et existentiels. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous amène à considérer l'effort comme une valeur, une vie d'effort comme méritante, au-delà même des progrès objectivement constatés. Comment peut-on finir par confondre plaisir et douleur sous l'injonction de l'effort qui paye? Autrement dit, qu'est-ce qui fait de l'effort un référentiel culturel et moral? Y aurait-il une alternative à l'effort? Par exemple, une loi du moindre effort. Qu'en est-il de ces doctrines ou de ces pratiques qui prônent le lâcher-prise, l'abandon, le non-agir? Peut-on vraiment lâcher prise si l'effort est constitutif de notre conscience de soi? À l'instar de Bachelard, de Gaston Bachelard, qui invitait à psychanalyser les erreurs initiales, Bachelard, l'épistémologue, l'auteur de ces expressions, obstacle épistémologique, rupture épistémologique, à l'instar de Bachelard, il semble fécond de psychanalyser ou à tout le moins de déconstruire les présupposés qui font de l'effort un repère pour l'action. Or, à l'évidence, ce qui s'impose d'emblée, c'est le lien entre effort et idée de progrès. On peut même avancer que l'effort est le nerf de la guerre de l'idée de progrès, tant celle-ci se formule en termes de progression, donc de temporalité et d'activation d'une énergie physique, psychologique, morale, qui permettent la transformation. En outre, l'effort a toujours dans son sillage la possibilité d'un apprentissage, même s'il ne s'agit que d'un apprentissage de soi-même. Ainsi peut-on apprendre de ses échecs. Or, si l'effort est relation, comme le dit Mendebiran, entre l'âme et le corps, s'il caractérise le rapport originaire du physique au moral de l'homme, ce sont ces termes, s'il manifeste donc par essence une forme de mouvement, nul doute que cette progressivité ne s'inscrive aussi dans un contexte historique, culturel et social qui lui donne sens. Et donc le deuxième temps de mon propos, après l'essai de caractériser ce qu'est l'effort, comment on le vit, ce qu'il peut sous-tendre, recéler comme finalement sensation ou connaissance mal éclairée, eh bien, le deuxième moment, c'est de pouvoir resituer la valorisation de l'effort dans un contexte, une histoire, un contexte historique et culturel qui fait que l'effort est un référent culturel et moral dans notre société. Voilà. Ainsi peut-on interpréter la transformation de l'idée de progrès au XVIIIe siècle, non seulement comme puisant aux sources des bouleversements scientifiques, les révolutions coperniciennes, galiléennes, newtoniennes, mais aussi du fait de ses implications philosophiques, politiques, sociales ou encore pédagogiques, et influençant durablement la culture occidentale dont nous héritons. Alors, je fais un rapide rappel historique, mais surtout épistémologique sur ce qu'est et ce qu'apporte la modernité en Occident. D'abord, du point de vue astronomique, on passe à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire à l'aube de ce qu'on appelle l'âge classique ou de ce que Foucault appelle la première modernité, c'est-à-dire 16e siècle, 16e, 17e, avant la deuxième modernité, 18e siècle, on passe du géocentrisme à l'héliocentrisme. On passe de la représentation d'un univers clos, fini, où la Terre est au centre, immobile, plate ou semi-plate selon les théories, à une représentation d'un univers infini, avec une Terre mobile
qui tourne autour du Soleil. Alors, quel est le rapport avec le propos ? C'est tout simplement que les valeurs qui sont celles des humains de ces différentes époques changent. Dans l'Antiquité, ce qui est une valeur, c'est le fini. Pourquoi ? Parce que le fini représente l'achevé, le complet, le parfait. En revanche, l'infini représente l'inachevé, l'incomplet, l'imparfait. Donc, les plus belles choses qu'on puisse se représenter, notamment l'univers, la création de l'univers, on ne peut pas se les représenter comme quelque chose d'inachevé, d'incomplet, d'imparfait. Et donc, couplé à une observation empirique, qui nous montre ce que chacun voit lorsqu'il est sur une plage l'été et voit le soleil se coucher, à savoir la Terre est immobile et ce sont les astres qui bougent, couplé à cette représentation-là, on en est venu à cette conception géocentrique qui domine jusqu'à la fin du Moyen-Âge et même jusqu'à l'âge classique. En revanche, cet héliocentrisme et ce bouleversement de la représentation astronomique du monde va valoriser l'idée d'infini. Voilà. Et ce couple a une représentation de l'homme complètement différente, qu'on entend très bien dans les propos de Descartes, dans la 6e partie du discours de la méthode, lorsque Descartes dit « Quel est le but de la physique ? Nous rendre comme maître et possesseur de la nature. » Changement complet de paradigme. L'homme est désormais possesseur de la nature. La nature est non plus une personne comme elle était dans l'Antiquité, mais elle devient une chose. Et cette chose-là, il va s'agir de se l'approprier, de la conquérir, de la parcourir avec des circumnavigations tout autour de la planète. Et ce, dans une dynamique à l'infini. Voilà. Or, ce que va apporter le XVIIIe siècle pour ancrer véritablement la modernité, et j'y viens dans un instant, c'est l'idée que l'homme puisse progresser à l'infini. Cette idée de progression à l'infini est une hérésie dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité grecque en particulier, l'homme ne peut progresser que selon ce que la nature a prévu pour lui, que selon ce que la finalité naturelle a prévu pour lui. Il ne peut pas outrepasser, il ne peut pas transgresser, il ne peut pas dépasser, il ne peut pas faire mieux que la nature. Or, à compter du XVIIe et surtout du XVIIIe, toutes les activités humaines, au contraire, vont s'efforcer de prouver qu'on peut faire mieux que la nature. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans la médecine, par exemple ? On répare, et parfois on fait mieux que ce que la nature a fait initialement. Parce qu'on pose des prothèses, parce qu'on améliore les performances, parce que d'une certaine manière on complète, on optimise, on transforme ce que la nature a donné. Or ce processus-là de perfectibilité à l'infini est propre à la modernité. Il découle d'une représentation du monde qui a profondément changé à cette époque, et il s'oppose à la fois à la perception des activités de l'homme et à la représentation du monde qui était celle de l'Antiquité. Et donc la croyance en l'idée de progrès à partir des Lumières, c'est-à-dire XVIIIe siècle, s'articule sur une idée centrale, celle de la perfectibilité de l'homme. Qu'est-ce que la perfectibilité ? C'est l'idée que chacun, individuellement ou sous le caractère de l'espèce, c'est-à-dire individuellement ou collectivement, toute l'espèce, puisse se perfectionner de la naissance à la mort en fonction de l'éducation et des expériences qui composent son existence. Alors, cette idée de perfectibilité, elle est extraordinaire. Nous, aujourd'hui, on l'entend de manière assez banale parce qu'on a tous entendu, lu et dit à nos élèves, perfectible, tu pourras faire mieux la prochaine fois, etc. Donc, c'est une idée qui est assez banale. Au XVIIIe siècle, elle est révolutionnaire, cette idée-là. Elle est révolutionnaire sur 3 plans. D'abord, sur un plan philosophique, parce que l'idée de perfectibilité s'oppose à l'idée de perfection. Voilà. Jusque-là, on a pensé la perfection comme à la fois une œuvre divine et une œuvre de la nature. Voilà. Aristote disait « Dieu et la nature ne font rien en vain ». Donc les choses sont bien faites, et cette idée d'une perfection divine et d'une perfection de la nature concerne l'homme aussi. Voilà. Et on voit bien avec la représentation de l'homme de Vitruve
par Léonard de Vinci qu'on a cette idée d'une harmonie, d'une perfection physique, d'une mesure de toute chose. La perfectibilité, elle introduit de l'inachèvement. Voilà. Si je suis perfectible, c'est que je peux changer. Si je suis perfectible, c'est que je peux faire mieux. Si je suis perfectible, ça veut dire que je peux m'améliorer, que je peux me transformer. Et donc, c'est pas rien par rapport aux autorités à la fois théologiques, philosophiques et même scientifiques de l'époque, d'introduire cette idée d'un inachèvement, d'un processus permanent par lequel l'homme peut s'améliorer. Deuxième plan sur lequel cette idée est révolutionnaire, c'est le plan social et politique. Parce que dire que l'homme est perfectible, alors on est bien d'accord, plus l'homme que la femme. Cette idée-là, elle revêt un caractère d'universalité, à savoir tout un chacun a une capacité à se perfectionner. Or, ce tout un chacun, dans une société d'ancien régime, je le rappelle, qui est l'époque où vit Rousseau, qui pose cette idée. Rousseau est mort en 1778, donc il ne connaît pas la Révolution française, donc il vit sous l'Ancien Régime. Et cette idée-là de perfectibilité s'inscrit dans une société qui est profondément discriminante, qui est profondément hiérarchisée, qui fonctionne par strates sociales, et dans laquelle on pense que le roi de France est roi de droit divin. Introduire l'idée de perfectibilité, c'est supposer que tout un chacun, n'importe qui, celui qui vit à la campagne, l'ouvrier, celui qui est pour l'instant analphabète, a une capacité à progresser. Bon. Ce qui potentiellement, évidemment, est source de bouleversement social, parce que progresser, s'instruire, ça veut dire avoir accès aux idées, ça veut dire pouvoir critiquer les idées, ça veut dire discuter, ça veut dire participer à la société. C'est au fond l'ancêtre de l'idée d'ascenseur social, cette idée que finalement on puisse par l'instruction participer à la société dans laquelle on vit et éventuellement contester l'ordre établi, et cet ordre-là, évidemment, c'est l'ordre de l'Ancien Régime. Alors c'est très clair dans les propos de Rousseau. Je rappelle que Rousseau pose la perfectibilité au départ pour caractériser la différence entre l'homme et l'animal. Alors, c'est de son point de vue, on va dire, du XVIIIe siècle, ça ne serait pas le point de vue de l'éthologie animale d'aujourd'hui. Néanmoins, Rousseau dit ceci: il y a deux choses qui caractérisent l'homme, c'est la pitié et la perfectibilité. Un homme peut progresser de la naissance à la mort et apprendre et s'améliorer, tandis que l'animal sait tout ce dont il a besoin en quelques jours, en quelques semaines. De la même manière, d'un individu à l'autre, dans la population humaine, il y a des variations considérables, tandis que dans une population animale donnée, les variations sont minimes. Bon, je le laisse à son éthologie. Néanmoins, il pose cette idée de perfectibilité et l'associe à une autre question qu'il pose dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui est la suivante. C'est une bonne question de dissertation, à savoir, les inégalités sociales ont-elles une origine naturelle ou une origine sociale ? Voilà. Alors, l'enjeu est d'importance. Si les inégalités sociales ont une origine naturelle, ça veut dire qu'elles sont inscrites dans la nature. C'est un fait. Et sur ce fait-là, on ne peut pas grand-chose. C'est une fatalité. En revanche, si les inégalités sociales sont d'origine sociale, ça veut dire que la société est mal faite et qu'on peut la réformer, on peut la critiquer, notamment par le biais d'un contrat social, et on peut quelque chose finalement sur ce type d'inégalité. Alors, la subversion apportée par l'idée de perfectibilité, elle vient dans ce contexte-là, évidemment, où on imagine que sur le plan social et politique, finalement, n'importe qui, même les gens les plus démunis, même les gens les plus défavorisés, puissent accéder, participer, discuter et critiquer la société dans laquelle ils vivent. Et puis, le troisième plan sur lequel cette idée de perfectibilité est subversive, révolutionnaire, c'est bien sûr le plan pédagogique, parce que quel est l'outil de la perfectibilité ? Qu'est-ce qui va permettre sa mise en œuvre ? C'est l'éducation. Et donc c'est pas pour rien que le XVIIIe, et en particulier la période autour de Rousseau, c'est le siècle des éducateurs. Les questions d'éducation regroupent
des cercles qui comprennent bien sûr des philosophes, mais aussi des hommes politiques, des médecins, des pédagogues, des gens qui imaginent cette perfectibilité de l'humanité et montrent que sa condition de réalisation, c'est l'éducation. Donc l'éducation est l'outil de la perfectibilité, et la perfectibilité ne prend sens que dans la démarche éducative. Alors une fois qu'on a posé ça et rappelé à quel point l'idée de perfectibilité est centrale dans les débats, alors après Rousseau, c'est-à-dire après sa mort, dans la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, énormément d'auteurs écrivent et débattent sur la perfectibilité, des gens comme Condorcet, Madame de Staël, etc. C'est vraiment l'idée centrale. Alors, deux choses encore sur cette idée-là, pour bien montrer son impact et surtout la manière dont nous en héritons aujourd'hui. La première chose, c'est que de cette idée de perfectibilité, Rousseau avait fait un concept d'émancipation morale et politique. Or, au début du XIXe, ce concept va se transformer en l'idée d'une amélioration technoscientifique de l'homme. Voilà. Et en cela, on retrouve bien nos racines. C'est-à-dire que le XIXe siècle, qui est un siècle scientifique, scientiste même, va imaginer qu'on puisse, d'une manière technoscientifique, améliorer l'espèce humaine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point est d'importance aussi pour l'histoire de cette idée, c'est que parmi tous les auteurs qui vont développer l'idée de perfectibilité, Rousseau est le seul qui, en réalité, conçoit la perfectibilité comme une capacité de transformation et pas forcément de progrès. Voilà. Et ça, c'est très important pour la suite, à savoir qu'il explique que l'homme peut se transformer vers le bien et il peut aussi se transformer vers le mal, il peut se transformer vers le mieux, il peut aussi se transformer vers le pire. Alors, les auteurs qui vont succéder à Rousseau vont en quelque sorte gommer cet aspect parce qu'on imagine que le XVIIIe, le siècle des Lumières, c'est vraiment le siècle de l'apogée de la raison humaine. Mais néanmoins, Rousseau a posé là une bipolarité qui va faire sens pour le XIXe en expliquant bien que si l'homme peut progresser, il peut aussi dégénérer. Voilà. Et donc, face à face, progrès et risque de dégénérescence occuperont tout le XIXe et seront à l'origine de la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Voilà. C'est comment quantifier la normalité de l'homme, comment quantifier le plus et le moins. Il faut pour ça des sciences nouvelles, des sciences qui appréhendent la réalité humaine dans son détail, sociologie, ethnologie, démographie, criminologie, psychologie, etc. La naissance des sciences humaines a pour origine ce face-à-face entre la croyance dans le progrès et la peur de la dégénérescence, née de l'idée de perfectibilité de l'humain.